Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre consacré aux groupes. Nous allons étudier les groupes, un petit peu les morphismes de groupe, le groupe Z sur NZ, et puis les groupes cycliques. Bon, nous n'allons pas tout voir sur les groupes, hein. Nous allons voir l'essentiel et plutôt le plus facile. Alors, un groupe, c'est un ensemble non vide, muni d'une loi interne qui A à B appartient à G, fait correspondre à un élément de G qu'on va noter A truc B. Tel que A truc B truc C, écrit comme ça, est égal à ça, quel que soit ABC, ça s'appelle l'associativité. Il existe un élément de G tel que A truc E est égal à E truc A est égal à A, quel que soit appartenant à G. On montrera qu'il est unique et c'est l'élément neutre du groupe. Et quel que soit appartenant à G, il existe A' appartenant à G, tel que A truc A' égale A' truc A égale E. A' est alors unique et ça sera le symétrique de A, ce que je raconte ici. Notez ici la commutativité avec E et puis entre A et A'. Par contre, on n'a pas forcément A truc B égale B truc A dans tout le groupe. Si la loi est commutative, alors oui, on a ça, et on dit que le groupe est abélien. Donc, démonstration d'unité de E, ben, on suppose qu'il y en a deux, E et E'. Alors, si on considère donc l'élément neutre E, donc on peut dire que E truc E' égale E' truc E égale E', quand E est élément neutre, et quand E' est élément neutre, E' truc E égale E truc E' égale E. Donc, il suffit de regarder, par exemple, E truc E' égale E', E truc E' égale E, donc E égale E'. Voilà pour l'unicité de E. L'unicité maintenant de A', on suppose qu'il y a A' et A seconde qui seraient deux symétriques de A. A truc A' est égal à E, donc je compose avec A seconde. A seconde truc A truc A' égale A seconde truc E. Là, j'utilise l'associativité. Puis le fait que A seconde truc A, ben, ça fait E. D'accord ? Et de l'autre côté, A seconde truc E, ça fait A seconde. Donc j'ai E truc A', mais E truc A', c'est A'. A' égale A seconde. Et donc l'unicité est démontrée. Une remarque, E, alors le symétrique de E, c'est E. Et quel que soit appartenant à G, le symétrique du symétrique de A, c'est A. Alors ça, pour E, c'est facile parce que E truc E égale E truc E, ben ça sert à rien, est égal à E. C'est quand j'applique ça à E. Et donc ça veut exactement dire que E est son propre symétrique. Et puis enfin, quand j'écris que A truc A bar, donc puisque A bar est le symétrique de A, est égal à A bar truc A est égal à E, ben, non seulement je dis que A bar est le symétrique de A, mais je vois qu'il y a un élément A qui vérifie A, si vous voulez, si je pose B égale A bar, d'accord, j'ai trouvé ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que que A est égal à B bar. C'est-à-dire que le B a un symétrique et que ce symétrique c'est A. Donc ça veut dire que B bar est égal à A. Et B c'est quoi? C'est A bar. Donc ça fait bien le symétrique de A bar est égal à A. Voilà. En fait, cette phrase a dit que A est symétrique de A', quoi. Elle dit que A' est symétrique de A et que A est symétrique de A'. Comme il y a unicité, il n'y a aucun problème. Alors, quelques exemples. Z+, qui est un groupe abélien, vraiment le groupe de base pour l'addition. Et puis, par exemple, pour la multiplication, on prend les nombres complexes de module 1. Et puis, alors ça, ce sont deux groupes abéliens, parce que la multiplication des complexes est aussi commutative. Et puis, GLN de R, le groupe des matrices inversibles, des matrices carrées d'ordre n inversibles, pour la composition. Alors là, voilà un groupe qui, lui, par contre, c'est un groupe pour la composition, pour la multiplication des matrices, on va dire. Voilà, pour la multiplication des matrices. Mais il n'est pas abélien, parce que quand on multiplie
deux matrices inversibles. Certes, on a une matrice inversible, mais le produit A fois B n'est pas toujours égal à B fois. Si G est un groupe, X appartient à G et X truc X égale X équivaut à X égale E. Démonstration, on fait X truc X, ah non, X bar, symétrique de X, truc X, alors X truc X, c'est X, donc ça va faire X bar, truc X. J'applique l'associativité, ça fait X bar, truc X, égale, et ça, X bar, truc X, symétrique, donc ça fait E. Ça, symétrique, ça fait E truc X, ça fait X, et donc ça fait X égale E. D'accord? Donc, bah, c'est ce qu'on voulait. Et évidemment, si X est égal à E truc E, ça fait E. Si je prends E élément neutre, truc X, ça fait toujours X. Donc, truc E, ça fera E. Donc, voilà. Soit H un sous-groupe du groupe... alors, on dit qu'une partie H de G est un sous-groupe de G si H est non vide, stable par l'opération interne. Ça veut dire que pour AB appartenant à H, un truc B appartient à H. Et donc ça, c'est la stabilité. Et H est un groupe pour... On veut que H soit un groupe pour la loi truc sur H. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que quand on applique la loi truc uniquement à des éléments de H, eh bien H soit un groupe. Alors ça signifie entre autres qu'il est un élément neutre et que chaque élément est asymétrique. Parce que l'associativité, elle, comme elle existe déjà dans G, elle va exister dans H. On a alors, on va le démontrer, l'élément neutre de G qui appartient à H, et l'élément neutre dans H, ben, ça sera lui. Ce sera l'élément neutre de G. Et quel que soit appartenant à H, le symétrique de A appartient à H, et donc le symétrique dans H de A, ben, c'est le symétrique de A dans G. Démonstration, soit EH l'élément neutre de H. EH truc EH va être égal à EH. Mais ça, c'est EH appartient aussi à G. Et donc dans G, quand on a ça, on a EH est égal à X, d'après ce que j'ai démontré ici. Donc, ça veut dire quoi? Comme EH appartient à H, ça veut dire que E appartient aussi à H. Donc E appartient à H, et EH est égal à E. Maintenant, si A est un élément de H, A' sont symétriques dans H, ça signifie A' truc A égale A truc A' égale EH égale E. Là, partout, là, on a... Ça, c'est une opération qu'on fait dans H, hein, puisque... qu'est-ce que je dois démontrer là? Quel que soit A, oui, c'est symétrique dans H. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, le problème, c'est que A' appartient à G. Donc, cette phrase-là, elle est vraie dans G. Et dans G, on sait qu'il y a unicité du symétrique de A. Et donc A' ici, il doit être égal au symétrique de A dans G. Ce qui veut dire que le symétrique de A dans G appartient à H, puisque A' appartenait à H. Donc on vient de démontrer que, quel que soit appartenant à H, A bar appartient à H, et son symétrique dans H, c'est le symétrique dans G. Propriété, si H est une partie non vide de G, c'est un sous-groupe de G, si et seulement si H est stable, donc ça veut dire, quel que soit AB appartenant à H, A truc B appartient à H, et A bar, symétrique de A, dans G, appartient à H, quel que soit appartenant à H. Démonstration. Bon, dans un sens, c'est évident, hein, puisque quand on a un groupe, on a automatiquement tout ça. Dans l'autre sens, alors on a déjà la stabilité. Qu'est-ce qu'il nous faut démontrer? L'élément neutre et le symétrique. Parce que l'associativité, elle existe dans G, donc elle existe dans H. Quel que soit appartenant à H, A truc A bar égale E. Ben, comme A bar appartient à H, que A appartient à H, ça veut dire que E appartient à H, là, puisque c'est une loi interne
elle est stable dans H, je veux dire. Donc ce E appartient à H. Très bien. Puisque E appartient à H, et que A truc E égale E truc A égale A, dans G, parce qu'on est dans H, mais on est aussi dans G, d'accord? Et cette phrase-là, avec des éléments qui sont tous dans H, ça signifie que E est un élément neutre pour H. Et comme il y a unicité de l'élément neutre, ben ça veut dire que E est bien l'élément neutre de H. Bon. A truc symétrique de A dans G. Hein. Ah oui, mais dans G, mais le symétrique de A appartient à H ici, on l'a supposé. A truc A bar égale A bar truc A égale E dans G. On a bien ça dans G. Bon, mais ça, cette phrase mise dans H, puisque tout le monde appartient à H ici. Hein. E et aussi, puisqu'on vient de démontrer qu'il appartient à H. Ça signifie que A bar est le symétrique de A dans H. Donc A bar est le symétrique de A dans H. Donc on vient de prouver que H est un sous-groupe. Et donc on a bien l'équivalent. H est un sous-groupe de G, si et seulement si H est stable. Et le symétrique de A appartient à H, quel que soit A appartenant à H. Propriété, si H est une partie du groupe G, H est un sous-groupe de G si et seulement si, quel que soit AB appartenant à H, A truc B bar c'est le symétrique de B, appartient à H. Alors dans un sens, bah, c'est évident, hein, puisque si B appartient à H, B a un symétrique qui appartient à H, et donc loi interne implique A truc B bar appartient à H. Dans l'autre sens. Donc on suppose ça. Alors pour A appartenant à H, A truc, si je prends B égale A, bah, B appartient à H, puisque B égale A qui appartient à H, ça fait A truc A bar appartient à H, ce qui fait que A truc A bar dans le groupe G, ça fait E. Donc E appartient à H. Alors du coup, je peux faire E truc A bar qui appartient à H. Et donc là, j'obtiens que A bar appartient à H. Donc quel que soit A appartenant à H, A bar appartient à H. Il ne me reste plus qu'à démontrer que la loi est interne dans H, et donc si A et B appartiennent à H, A truc B appartient à H. Bon, je sais que B bar appartient à H, je viens de le démontrer. Donc j'applique ça à B bar. Donc A truc symétrique de B bar appartient à H. Mais le symétrique de B bar, c'est B dans G. Donc ça fait A plus B appartient à H. Et donc la stabilité a été démontrée. Remarque, dans le groupe, dans un groupe G truc, AB appartient à G implique que symétrique de A plus B égale B truc, enfin symétrique de B truc, symétrique de A. Alors, c'est pas forcément égal à A bar truc B bar parce que le groupe n'est pas forcément commutatif. A truc B égale A équivaut à B égale E. B truc A égale A équivaut à B égale E. A truc X égale B truc X, on peut simplifier des deux côtés. X truc A égale X truc B, on peut simplifier des deux côtés. On démontre ça un peu rapidement. Alors le premier, ça demande une vraie explication. Un truc B, alors j'ai mis plus ces trucs, hein, mais bon. A truc B, truc B bar, truc bar, hein, eh bien ça fait A truc... alors je déplace les parenthèses en fait. Je fais A truc, tout ça, et dans tout ça, je déplace à nouveau. J'utilise en fait deux fois l'associativité. Donc ça fait A truc, et là c'est E truc A bar. E truc A bar c'est A bar. Donc A truc A bar égale E, donc c'est gagné. Voilà. Alors celui-là, bah, si B est égal à E, il est évident que A truc E égale A. Donc ça c'est bon. Donc il n'y a plus que dans l'autre sens qu'il faut le démontrer. Bah, je pars de ça et je fais A bar truc ça égale A bar truc A. Donc là aussi j'utilise l'associativité, ça fait E. E truc B est égal à ça qui vaut E, et donc B égale E. Dans celui-là c'est identique. Pour celui-là, bah, si A est égal à AB, A truc B est égal, si X est égal, pardon, non, si A est égal à B, oui, bah,
Si A est égal à B, A truc X égale A truc X, c'est évident. Alors dans l'autre sens, A truc X, truc, ben je suppose A truc X égale B, donc je fais truc X bar des deux côtés. Voilà. Et donc là, avec l'associativité, A truc X bar qui fait E, donc A truc E, c'est-à-dire A, et puis là, je fais pareil, B truc X bar qui fait E, B truc X qui fait donc ça. Et pour l'autre, c'est exactement pareil. Maintenant, propriété suivante, j'ai un ensemble E muni d'une loi interne associative et qui possède un élément neutre E. On sait que quand il y a un élément neutre, il n'y en a qu'un. J'appelle grand I l'ensemble des éléments inversibles. Et je vais démontrer que l'ensemble des éléments inversibles de E est un groupe. Alors d'abord, il n'est pas vide ce groupe parce que E est inversible. E est inversible, hein, l'élément neutre c'est son propre inverse. Donc il appartient à I. D'autre part, si A appartient à I, ça veut dire que A est inversible. On sait que si A bar est l'inverse de A, l'inverse de A bar, donc A bar est inversible, donc, et son inverse c'est A. Donc A appartient à I, ça équivaut à dire que A bar appartient à I. Voilà, donc voilà. Et puis, alors il ne nous reste plus qu'à démontrer, on a l'associativité, l'élément neutre, le symétrique. Il faut démontrer, le plus dur, c'est la loi interne. Si AB appartient à I, alors A truc B appartient à I. Pourquoi? C'est ce qu'on a démontré avant. On a vu que si A et B sont inversibles, A truc B est inversible. Et son inverse, c'est ça. Donc A truc B est inversible, et son inverse, c'est ça. Donc ça veut dire que A truc B appartient à I. Et donc c'est bon. Enfin, dernière remarque, si G et G' sont deux groupes, chacun muni de sa loi interne, truc et anti-truc, alors on peut définir une loi interne sur le produit G croix G' par AB étoile A'B' égale A truc A', B truc B anti-truc B'. D'accord? Et l'élément neutre, ça va être E', et le symétrique de AA', ça va être A bar, A' bar avec les notations bien compréhensibles. Bon, tout ça c'est évident, je vous laisse faire ça, c'est une application directe de tout ce qu'on a dit sur les groupes. Cette propriété se généralise très facilement à un ensemble, au produit de n groupes, éventuellement en utilisant le théorème de récurrence pour bien assurer le coup. On va voir maintenant les puissances des éléments des groupes. On prend un groupe G, on note multiplicativement sa loi interne, mais ça ne veut pas dire que G est abélien. Et pour x appartenant à G, on pose x puissance 0 et x exposant 0 égale E, élément neutre du groupe. X puissance 1 est égal à x, et par récurrence, x puissance n plus 1 est égal à x puissance n multiplié, on va l'appeler comme ça, par x. Et on pose x puissance moins 1 égale le symétrique de x. On a alors x puissance n plus 1 égale x multiplié par x puissance n, quel que soit n appartenant à n, et symétrique de x exposant n est égal à symétrique de x puissance n, quel que soit n appartenant à n. Donc la première, par récurrence sur n, x puissance 0 plus 1, c'est x puissance 1 qui fait x par définition. Et x multiplié par x puissance 0, ça fait x multiplié par e, ça fait x. Donc c'est vrai à l'ordre 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, c'est-à-dire qu'on a ça. X puissance n plus 2 va être égal à x puissance n plus 1 fois x par définition. Donc ça fait x multiplié par x puissance n, puisque j'ai supposé ça, j'ai mon hypothèse de récurrence, fois x. Donc ça fait x, et là je mets x associativité, d'accord? Et ça fait x puissance fois x puissance n plus 1, donc p de n plus 1 est vrai, et donc par récurrence, p de n est toujours vrai. La deuxième propriété, x puissance moins 1 à la puissance 0, ça fait e comme toutes les puissances 0.
et x puissance 0 qui fait e, donc à la puissance moins 1, qui fera e puissance moins 1, le symétrique de e, c'est e. Donc c'est vrai à l'ordre 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, x puissance moins 1 à la puissance n est égal à x puissance n à la puissance moins 1. Donc x moins 1 à la puissance n plus 1, qui fait x moins 1 à la puissance n fois x puissance moins 1 va être égal à x puissance n, hypothèse de récurrence, à la puissance moins 1 fois x puissance moins 1. Bon, mais ça je reconnais le symétrique de x puissance n. Pas oublier à renverser parce que j'ai dit que le groupe n'était pas forcément abélien. Et ça, on a démontré avant que ça faisait x puissance n plus 1 à la puissance moins 1. Donc ça veut bien dire que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc elle est toujours vraie et on a tout démontré. Deuxième propriété, si x appartient à g, p et q appartenant à n, alors x puissance p fois x puissance q est égal à x puissance p plus q. On va faire une récurrence sur q. C'est vrai à l'ordre 0 parce que x puissance p fois x puissance 0, ça fait x puissance p fois e, ça fait x puissance p. Et x puissance p, c'est pareil que x puissance p plus 0. Donc c'est bon. Supposons que ça soit vrai jusqu'à l'ordre q. Alors x puissance p fois x puissance q plus 1 va être égal à x puissance p fois x puissance q fois x. Et là, je dis que j'applique l'associativité, donc ça fait x puissance p, x puissance q, qui fait d'après fois x, qui fait d'après l'hypothèse de récurrence, ça fait x puissance p plus q, fois x, ça ferait donc x puissance p plus q plus 1, et donc la propriété est vraie à l'ordre q plus 1, donc toujours vrai, par récurrence. Enfin, dernière chose, si x appartient à g, p et q appartenant à n, alors e puissance p est égal à e, bon ça c'est vrai, hein. E puissance 0 ça fait e par définition. Si e à la puissance p est égal à e à la puissance p plus 1 ça sera e puissance p fois e, donc ça fera e fois e égale e. Donc la propriété par récurrence est toujours vraie. X puissance p à la puissance q va être égal toujours à x puissance pq. Mais oui, ça on ne l'a pas démontré. Donc, on fait une récurrence sur Q. Donc, x puissance p à la puissance 0, ça fait ça fait de la puissance 0, donc ça fait E. Et x puissance p fois 0, ça fait x puissance 0, ça fait E aussi, ça marche. La propriété est vraie à l'ordre 0, supposons qu'elle soit vraie à l'ordre Q, c'est-à-dire que x puissance p à la puissance q soit égal à x puissance pq. Je m'intéresse à x puissance p à la puissance q plus 1. C'est égal à x puissance p à la puissance q multiplié par x puissance p. Donc x puissance p à la puissance q par l'hypothèse de récurrence c'est x puissance pq fois x puissance p. Et là, j'utilise les propriétés vues avant. X puissance n fois x puissance p, c'est x puissance n plus p. Et là, je factorise p dans pq plus p, et j'ai obtenu x puissance p facteur de x puissance q plus 1 est égal à x puissance p à la puissance q plus 1, ce qui veut dire que la propriété est vraie à l'ordre q plus 1, et donc, par récurrence, elle est toujours vraie, la propriété est démontrée. Définition. Quel que soit x appartenant au groupe G et quel que soit n appartenant à n, on pose x puissance moins n égale x puissance n à la puissance moins 1, dont on sait que ça fait x puissance moins 1 puissance n. Alors, pour tout n appartenant à z, x puissance n à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse d'x puissance n, est égal à x puissance moins n, est égal à l'inverse de x à la puissance n. C'est-à-dire la même chose que ça, sauf que là c'était n entier naturel, là c'est n entier relatif. Et quel que soit pq appartenant à z, x puissance p, x puissance q est égal à x puissance pq, et x puissance p à la puissance q est égal à x puissance pq, pardon, p plus q. Alors la première elle est vraie si n appartient à n, et si n est négative, on pose p égale moins n, on applique ça, et donc ça nous fait x puissance p à la puissance moins 1 égale x puissance moins p égale x puissance moins 1 à la puissance p, et donc ça nous fait que x puissance p à la puissance moins 1 égale x puissance n, puisque n égale moins p, égale x puissance moins 1 à la puissance p. Je passe aux inverses, ça fait x puissance, l'inverse de ça c'est x puissance p, l'inverse de ça c'est x puissance n à la puissance moins 1, et l'inverse de ça c'est x puissance moins 1 à la puissance moins p, c'est-à-dire n. Et finalement, j'obtiens bien que x puissance
Alors P c'est moins n, donc x puissance moins n égale x puissance n à la puissance moins 1 égale x puissance moins 1 à la puissance n. Ça marche. La deuxième, elle est vraie si P et Q sont des entiers naturels, déjà démontré. Si P est un entier naturel et que Q est négatif, Q est égal à moins n où n est positif. Premier cas, si P est supérieur ou égal à n, P est égal à n plus m, m positif. Donc j'écris que x puissance P, x puissance Q égale x puissance n plus m, x puissance moins n, je remplace Q par moins n. Donc ça fait, je développe x puissance m, x puissance n, x puissance moins n, ces deux-là font e, et donc le résultat fait x puissance moins n et x puissance m, et comme m est égal à p plus q, on a le résultat. Donc là, en fait, on a démontré quoi? On a démontré que x puissance p moins q est égal à... Non, x puissance p, x puissance moins q est égal à x puissance p moins q, du moment que p soit supérieur ou égal à l'entier naturel q. Donc si p est inférieur à n, j'applique le résultat qu'on a eu avant, en disant que x puissance n, x puissance moins p, puisque n est supérieur à p, est égal à x puissance n moins p. Et donc, en passant aux inverses après, ça fait x puissance p, x puissance moins n, est égal à x puissance p moins n. Et donc, x puissance p, x puissance moins n, ça fait x puissance q, égale p moins n. Et p moins n, il se trouve que ça fait p plus q, puisque q est égal à moins n, et c'est gagné. Et si les deux sont négatifs, ben, j'applique la règle dans le cas où les deux sont positifs, mais avec moins p et moins q. Et je passe aux inverses, ça fait x puissance q, x puissance p, est égal à x puissance p plus q, et c'est gagné. La dernière, x puissance p à la puissance q égale x puissance pq est vraie si p et q appartiennent à n. Alors maintenant, si p est positif et que q est égal à moins n, donc n positif, j'applique la règle avec les entiers naturels, x puissance p à la puissance n égale x puissance pn, et je passe à l'inverse, ça fait x puissance p à la puissance moins n égale x puissance moins pn, et donc x puissance p à la puissance q égale x à la puissance pq, puisque moins pn, ça fait pq. Si p est égal à moins n, n positif, et que q est positif, je pose y égale x puissance moins 1. À ce moment-là, x à la puissance p, je prends x, je dis que c'est l'inverse de y à la puissance p, donc ça fait y à la puissance moins p, c'est-à-dire y à la puissance n. Et donc ça fait y à la puissance n à la puissance q. Et ça, je peux dire parce que je suis dans le cas précédent, oui, effectivement. Et donc je peux dire que ça, c'est égal à ça. Et donc maintenant, je vais dire que ça fait x puissance moins 1 à la puissance nq. Et là, j'utilise ce que j'avais avant, ce que j'ai déjà démontré, c'est que, oui, c'est que si je remplace y par son inverse, ça fait donc x puissance moins 1 à la puissance n. Il y a un problème là. Ça fait x à la puissance nq, voilà. Y à la puissance nq, ça fait x puissance moins 1 à la puissance nq. Et donc ça fait x à la puissance moins nq, pardon. Et moins nq, ça fait x puissance pq, et c'est bon. C'est compliqué, hein. Et si p est égal à moins n, que q est égal à moins n, les deux sont positifs, x puissance pq, je fais le même changement, y c'est l'inverse de x, ça fait donc y à la puissance moins p, c'est-à-dire y à la puissance n, d'accord? Ça fait y à la puissance n, et q c'est moins m, voilà. Donc ça fait... Et donc là, je reviens à un cas déjà étudié précédemment. Ça fait... Alors, il faut que je revoie quand même. X puissance p, c'est pareil que y à la puissance moins p. Et moins p, c'est n. D'accord. Et ça, je le mets à la puissance q. Et q, c'est moins m. On est d'accord. On est d'accord jusque-là. Donc ça fait, je suis donc dans un des cas précédents. Donc je peux dire que c'est y à la puissance moins nm. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pareil que x à la puissance nm. Donc ça fait x puissance nm. Et comme n fois m, ça fait x, ça fait pq, eh bien ça fait x puissance pq. Ouf! On a une remarque?
Si G est un groupe abélien et AB appartiennent à G, alors quel que soit n appartenant à Z, AB à la puissance n est égal à A puissance n, B puissance n. Mais il est abélien. Et on se doute bien que ça ne va pas être possible tout le temps, parce que si on prend par exemple AB au carré, on va l'écrire, c'est AB fois AB. La difficulté, c'est maintenant de mettre le A à côté du B. Alors, si c'est abélien, ben, on sent bien qu'on peut faire des choses comme ça. Hein. AB fois BA, puis avec la transitivité A facteur de... Alors, B fois BA, c'est-à-dire B fois B fois A. Et puis après, on échange le A et les B, ça fait A, B, B. Et donc là, on arrive à A fois A au carré, B au carré. Mais s'il n'est pas abélien, pas évident. D'ailleurs, si on prend dans l'ensemble des matrices, par exemple, donc le groupe, par exemple, des matrices inversibles, donc là, je prends deux matrices inversibles, ces deux-là, eh bien, si je calcule le produit de ces deux matrices, ça fait ça, et au carré, ça fait ça. Si je calcule le carré de la première, ça fait ça, le carré de la seconde, ça fait ça, et le produit des deux, ça fait ça, et c'est pas égal. Alors, démonstration de ce que je viens d'affirmer. D'abord, pour n appartenant à grand N, par récurrence. AB à la puissance 0, ça fait E. A puissance 0, B puissance 0, E fois E égale E. On suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire qu'on a ça. AB à la puissance n plus 1, c'est AB puissance n fois AB. A puissance n, B puissance n, puisque P de n est vrai, fois, et là, je mets BA. Et là, je fais ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire j'écris A puissance n, B puissance n, je fais jouer la transitivité. Hein. D'abord, je fais jouer la commutativité. Hein. C'est là que j'utilise qu'il est abélien, le groupe. Puis ensuite, l'associativité, ça, je suis habitué. Je fais ainsi apparaître B puissance n. Et puis là, je vais refaire jouer à nouveau la commutativité en permutant ces deux-là. Et puis ensuite, l'associativité. D'accord? Et puis là, je vais avoir A puissance n plus 1, B à la puissance n plus 1. Si bien que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, par récurrence, elle est toujours vraie quand n est un entier naturel. Si n est négatif, on va dire que n est égal à moins p ou p est positif. J'applique la propriété qu'on vient de démontrer, AB à la puissance P égale A puissance P, B puissance P, et je passe aux inverses. L'inverse de ça, c'est AB à la puissance moins P. L'inverse de ça, c'est BP à la puissance moins 1. Et l'autre, c'est A à la puissance P à la puissance moins 1. Et ça fait B à la puissance moins P, A à la puissance moins P. D'accord ? Et donc j'obtiens que AB à la puissance moins P, AB à la puissance moins P, mais A à la puissance moins P c'est N, hein, d'accord, est égal, et ça c'est A puissance N, et ça c'est B à la puissance N, et donc le résultat est vrai quand N est négatif. Donc le vrai résultat AB à la puissance N égale A puissance N, B puissance N est vrai pour tout entier relatif petit n, mais à condition que le groupe soit abélien. On considère une famille de sous-groupes d'un groupe et on forme leur intersection. Alors cette intersection est un sous-groupe de G. Démonstration. E, l'élément groupe de G, appartient à H. J'appelle H cette intersection car E appartient à chaque GI. Si A appartient à H, A appartient à chaque GI, donc son inverse appartient à chaque GI et donc appartient à H. Enfin, si AB appartient à H, eh bien AB appartient à chaque GI, donc A plus B à chaque GI, et donc A plus B appartient à H. Soit G un groupe, A une partie non vide de ce groupe, alors l'ensemble des sous-groupes de G contenant A est non vide. Bon, ça c'est évident parce que G en fait partie, c'est un sous-groupe de G hein, qui contient A. Et H, l'intersection des sous-groupes de G qui contiennent A, est un sous-groupe de G contenant A. Et c'est le plus petit sous-groupe de G pour l'inclusion qui contiennent A. Bon, alors c'est un sous-groupe, bah, ça c'est ce qu'on a démontré avant, hein, puisque c'est une intersection de sous-groupes. Pourquoi est-ce qu'il contient A? Eh bien, A est inclus dans chaque sous-groupe
contenant A, donc dans chaque X de E, et donc A va être inclus dans l'intersection des X appartenant à E, puisque A est inclus dans chaque X. D'accord? Donc A est inclus dans H. Et donc H finalement est un sous-groupe de G qui contient A, donc on peut dire que H appartient à E. De plus, si Y appartient à E, bah, Y, il va contenir l'intersection, il fait partie des X, donc il va contenir cette intersection. Donc H va être inclus dans Y, ce qui montre que H est bien le plus petit X appartenant à E, puisqu'on a ça et que H appartient à E. Voilà, donc on a bien démontré que cet ensemble-là était le plus petit sous-groupe de G contenant A. Voilà. Alors, il y a une notation pour ça, on dit H est égal comme ça, sous-groupe de G engendré par la partie A. D'accord? Voilà, on dit que A engendre le sous-groupe H. Donc H, on va montrer maintenant que c'est l'ensemble des produits finis, pi de xi appartenant à i fini. Alors ça veut dire que c'est des produits x1, x2. Alors je vais prendre la notation multiplicative là, pour le groupe G, parce que ça va être plus simple dans mes écritures. Alors attention, je ne veux pas dire pour autant qu'il est commutatif, hein, le groupe. Il n'est pas forcément commutatif. Donc en tout cas, ces produits-là, ils sont de cette forme-là, avec les xk qui appartiennent à A, ou bien aux inverses de A. L'ensemble des inverses de A, je le note A puissance moins 1. Donc soit K, l'ensemble de tous les produits qu'on peut fermer comme ça, tous les produits finis, attention. Alors, A est inclus dans K. Bah, A est inclus dans K, parce que si je prends un élément de A, je peux toujours dire que c'est un produit à lui tout seul. Donc si je prends un élément X, ben, le produit c'est X1 avec X1 égale X1. Donc A est inclus dans K. Et de plus, si je prends deux éléments de K, et que je forme xy puissance moins 1, donc je vais avoir x, attention il y a un ordre, hein, x1 fois x2 fois x3, etc. Et puis l'autre ici, eh bien l'autre ici, il faut tout inverser dans l'autre sens, hein, parce que je vous rappelle que le symétrique de A truc B, c'est le symétrique de B truc le symétrique de A. Hein, donc voilà. Eh bien ça, je me retrouve avec une liste d'éléments qui appartiennent, les xk là, ils appartiennent soit à A, soit à l'ensemble des inverses de A. Et puis ceux-là, bah, si je prends un YK, soit, alors, si c'était un YK qui appartenait à A, bah, son YK moins 1, il va appartenir à A puissance moins 1. Et puis si c'était un YK qui appartient à A puissance moins 1, alors ça veut dire que c'est un YK qui est égal à un XK, où XK appartient à A. Et donc à ce moment-là, je vais avoir le YK moins 1 qui sera XK moins... alors, qu'est-ce que j'ai? Soit YK appartient à puissance moins 1. Oui, YK est comme ça. Et à ce moment-là, YK moins 1, bah, il va être égal à XK, donc il appartient à A. Donc en fait, si YK appartient à A, YK moins 1 appartient à A puissance moins 1. Et si YK appartient à A puissance moins 1, eh bien YK puissance moins 1 va appartenir à A. Donc je me retrouve avec encore une liste d'éléments qui appartiennent à A ou à A puissance moins 1. Donc ça appartient à K. Et donc K est bien un sous-groupe, hein, puisque X, Y moins 1, voilà. Hein, il appartient. Donc c'est bien un sous-groupe de G. De plus, chaque sous-groupe de G contenant A contient A et A bar, hein, donc contient tous les produits finis. Si je prends un sous-groupe de G, il contient forcément tous les produits qui sont comme ça. D'accord ? Donc, ça veut dire que K est inclus dans l'intersection des sous-groupes qui contiennent A, puisqu'ils contiennent tous K. Donc, K est inclus dedans. Mais par ailleurs, le K en question, on a vu que c'était un sous-groupe de G qui contient A. D'accord ?
K est un sous-groupe de G et j'ai dit qu'il contenait A. Voilà. Donc, lui, K, il fait partie de ça. C'est un des X de cette intersection. Donc, en fait, cette intersection, elle est inclue dans K. Et donc, j'ai bien K qui est égal à l'intersection de tous les sous-groupes de G qui contiennent A et la propriété est démontrée. Morphisme. On a deux ensembles munis d'une loi interne, E et F, et on dit que F est un morphisme si quel que soit AB appartenant à E, F de A anti-truc B est égal à F de A truc F de B avec les deux lois. Isomorphisme, c'est un morphisme bijectif. Endomorphisme, c'est un morphisme de E antitruc vers E antitruc, c'est-à-dire que c'est l'ensemble E muni de la même loi. Automorphisme, c'est un endomorphisme bijectif. Si F, alors morphisme de groupe, c'est quand le premier est un groupe et que le deuxième est un groupe. Donc F, morphisme de groupe, alors F de E est égal à E', et F du symétrique de A est égal à symétrique de F de A. Par ailleurs, le noyau de F, ça c'est une définition, c'est ker de F, c'est F-1 de E', c'est un sous-groupe de G. Et l'image de F, donc, on connaît déjà cette notation, c'est F de G, c'est aussi un sous-groupe de G' cette fois-ci. Et F est injectif si et seulement si car F est égal à E. Démonstration de F de E égale E'. On considère F de E antitruc E, qui fait E. E antitruc E, ça fait E. Donc ça fait F de E, truc F de E. Et donc ça fait que F de E est égal à F de E, truc F de E. X égale X truc X. On a déjà démontré que ça fait X égale l'élément neutre. Là on est dans G', donc F de E est égal à E'. F de A truc le symétrique de A. Antitruc, pardon. C'est égal à F de... Alors, A truc, antitruc, A bar, c'est pareil que A bar, antitruc, A, c'est pareil que E. Donc quand on prend l'image, ça fait F de A truc F de A bar égale F de A bar truc F de A égale F de E qui fait E'. Donc j'ai X truc Y égale Y truc X égale E'. C'est-à-dire que X et Y sont symétriques. Donc le symétrique de F de A, c'est F de A bar. Si E appartient à KRF et que... Alors E appartient à KRF, ben, c'est évident puisque F de E est égal à E', donc KRF n'est pas vide, soit AB appartenant à KRF, F de A antitruc B bar. Eh bien ça va faire F de A truc F de B bar. F de A, puisque A appartient à KRF, ça fait E'. F de B bar, on sait que c'est le conjugué de F de B. F de B qui vaut aussi E'. Donc c'est E' truc conjugué de E'. Conjugué de E', c'est E' parce que E' est élément neutre. Donc E' truc E', c'est E'. Donc ça implique que A antitruc B bar appartient à KRF, quel que soit AB appartenant à KRF. Donc on a bien un sous-groupe de G. Voilà. Alors de plus, E' égale F de E appartient à l'image de F qui n'est pas vide. Donc là aussi, si je prends XY appartenant à l'image de F, X est un F de A, Y un F de B, et X truc Y bar, ça va faire F de A truc F de B bar, et ça fait F de A. Le F de B bar, c'est pareil que F de symétrique de B, et donc j'obtiens F de A antitruc symétrique de B, et ça, donc c'est F de quelque chose, donc ça appartient bien à l'image de F qui est donc un sous-groupe de G'. Maintenant, on va démontrer la dernière. Si F est injective et que X appartient à KRF, alors F de X est égal à E', mais E' c'est F de E. Comme F est injectif, ça veut dire X égale E. Donc ça veut dire que tous les éléments de KRF, ben, c'est E, donc KRF est égal au singleton E. Réciproque, si KRF est égal à singleton E, alors là je prends XY appartenant à G, et je suppose F de X égale F de Y parce que je l'ai montré qu'elle est injective. Je considère F de X antitruc Y bar. Ça fait F de X truc F de Y bar, conjugué de F de Y, hein, on est d'accord. Donc ça fait F de X truc
Alors, comme f de y est égal à f de x, ça fait f de x bar. D'accord? Et donc ça fait f de x anti-truc x bar. X anti-truc x bar, ça fait e. Donc ça fait f de e, ça fait e'. Donc là, j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu que f de x truc y bar est égal à e'. Et j'ai supposé que krf est égal à e. Donc ça veut dire que x truc y bar est égal à e. Maintenant je compose par y des deux côtés. Ça fait x truc y bar truc y est égal à e truc y. J'utilise l'associativité. X truc y bar truc y, et ça vaut e. X truc e, ça vaut x. Donc ça vaut x, et c'est égal de l'autre côté à y. X égale y. Donc j'ai démontré que si f de x est égal à f de y, alors x est égal à y, ce qui prouve que f est injectif, donc on a bien l'équivalent. Propriété, si f est un morphisme de groupe, du groupe G, alors je prends la notation multiplicative pour les deux groupes, vers le groupe H, et si A est un élément de G, alors f de A puissance n est égal à f de A puissance n, quel que soit n appartenant à Z. Alors on va d'abord étudier le cas n appartenant à n, et on va démontrer ça par récurrence. C'est vrai pour n égale 0, parce qu'on pose quel que soit x appartenant à G ou à H, x puissance 0 égale leur élément unité. Donc f de A puissance 0, ça fait f de G. F de G, puisque c'est un morphisme, ça fait EH, et EH, c'est f de A puissance 0. Bon, mais c'est évident pour 1 aussi, puisque f de A puissance 1, c'est f de A, et f de A, c'est f de A à la puissance 1. Donc supposons la propriété que je vais appeler Pn vraie à l'ordre n, c'est-à-dire qu'on a ça. Et prenons f de A à la puissance n plus 1, qui peut s'écrire f de A puissance n fois A, égale f de A puissance n fois f de A, puisque f est un morphisme. Propriété, hypothèse de récurrence, ça, je peux le remplacer par ça. Donc fois f de A, ça me fait f de A à la puissance n plus 1. La propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et par récurrence, elle est toujours vraie pour n appartenant à n. Maintenant, je prends n un entier naturel. A puissance n multiplié par A puissance moins n égale A puissance moins n multiplié par A puissance n égale E. Le E ici, c'est le E de G. Donc, quand je passe à f, ça fait f de ça, f de A puissance n fois f de A puissance moins n égale f de A puissance moins n fois f de A puissance n égale le E de H. Et ça dit exactement quoi? Eh bien, ça dit que f de A puissance moins n, c'est l'inverse de f de A puissance n. Mais f de A puissance n, c'est f de A puissance moins n. Et ça, je sais que l'inverse de f de A puissance n est f de A puissance moins n. D'accord? Donc, puisque f de A puissance moins n est l'inverse de f de A puissance n, il va être égal à ça. Donc f de A puissance moins n est égal à f de A à la puissance moins n, quel que soit n appartenant à n. Donc, j'ai vérifié que ça c'était vrai, quel que soit n appartenant à n. Et quand je remplace n par moins n, f de A puissance moins n est égal à f de A à la puissance moins n, quel que soit n appartenant à n. Ben, ça veut exactement dire que f de A puissance n est égal à f de A puissance n, quel que soit n appartenant à z. Propriété, soit f un morphisme de groupe, si h est un sous-groupe de G, alors son image par f est un sous-groupe de G', et si h' est un sous-groupe de G', son image réciproque est un sous-groupe de G. F est un isomorphisme, implique que f-1 est un morphisme, donc un isomorphisme puisque f-1 est bijectif.
de G' vers G. Démonstration. Alors on remarque d'abord que comme E appartient à H, E' qui est égal à F de E, on a déjà démontré ça, va appartenir à F de H. F de H n'est donc pas vide. Soit x, y appartenant à F de H, x est un F de A, y un F de B avec AB appartenant à H, x antitruc y symétrique de y est égal à F de A antitruc symétrique de F de B égal à F de A truc symétrique de B, et ça appartient à H parce que A, B appartiennent à H et que H est un sous-groupe de G. Donc ça appartient à F de H. Quel que soit AB appartenant à H, quel que soit XY appartenant à F de H, on a donc X truc Y bar qui appartient à F de H, qui veut dire que F de H est un sous-groupe de G'. Maintenant, on remarque aussi que alors, on sait que F de E est égal à E', donc E appartient à F-1 de E', et donc ça veut dire ça que, puisque E' appartient aussi à H', parce que H' est un sous-groupe de G', donc l'élément neutre prime de G' appartient à tous les sous-groupes de G', donc en particulier à H', donc on va avoir E qui appartient à F-1 de H'. Si on prend A et B appartenant à F-1 de H', donc ça veut dire que F de A et F de B appartiennent à H', qui est un sous-groupe de G', donc F de A antitruc symétrique de F de B appartient à H', donc F de A truc symétrique de B appartient à H', ce qui veut dire que A truc symétrique de B appartient à F-1 de H', quel que soit AB appartenant à F-1 de H', ce qui veut dire que F-1 de H' est un sous-groupe de G. Alors maintenant, j'en suis où? Le 3. On a donc un isomorphisme et on va démontrer ça. Soit XY appartenant à H', on doit démontrer que F-1 de X antitruc Y est égal à F-1 de X antitruc, truc F-1 de Y. Je l'appelle A le F-1 de X, B le F-1 de Y, ce qui veut dire que F de A est égal à X, F de B est égal à Y. C'est ça? Oui. Donc j'ai F de A truc B qui est égal à F de A antitruc F de B égale X truc Y. Oui, ce qui implique que A antitruc A truc B va être égal à F-1 de X X truc Y. Oui, c'est ça, puisque c'est un isomorphisme. Donc ça fait F-1 de X truc antitruc Y, qui est égal à A, mais A c'est quoi? A c'est F-1 de X, en truc F-1 de Y, et donc c'est gagné. Le centre d'un groupe, c'est l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments du groupe. X truc Y égale Y truc X, quel que soit X appartenant à G. Alors c'est un sous-groupe de G. Et si G est abélien, alors dire que G est abélien, ça implique que Z de G est égal à G, mais ça c'est évident, parce que si G est abélien, X truc Y est égal à Y truc X, quel que soit X et quel que soit Y appartenant à G. Donc ça implique ça. Et maintenant, si Z de G est égal à G, ça veut dire que quel que soit X appartenant à G, oui, là c'est Y, et quel que soit Y appartenant à G, X truc Y égale Y truc X, ce qui veut dire qu'il est abélien, G. Démonstration, donc, il faut démontrer que c'est un sous-groupe. E appartient à Z de G, car E commute avec tous les éléments, c'est-à-dire que quel que soit Y appartenant à G, j'ai bien E truc Y égale Y, Y truc E qui est égal à Y, donc c'est bon. Donc ça veut dire que Z de G n'est pas vide. Si X, X' appartiennent à Z de G, et quel que soit Y appartenant à G, je vais avoir X truc prime truc Z qui est égal associativité à ça. Là je commute puisque X' appartient au centre. Ensuite je rapplique l'associativité. Ensuite je commute puisque X appartient au centre. Et ensuite je rapplique l'associativité. Et donc j'obtiens que X truc Z est égal à Z truc X'. Donc X truc X' appartient à Z de G. Et j'ai donc ainsi démontré la stabilité. Maintenant, il faut que je démontre que quand même que si
X appartient à Z de G, X appartient à Z de G, est-ce que ça implique que son symétrique X bar appartient à Z de G? Eh bien pour ça, je prends un élément quelconque, Y appartenant à G, et donc je dois vérifier que X bar truc Y est égal à Y truc X bar. Eh bien, comment je fais? Je sais que X truc n'importe quel élément de Y, alors je vais prendre comme élément de Y, Y bar, est égal à Y bar truc X. Donc ensuite, je prends leur symétrique, et donc ça me fait symétrique de Y bar, c'est-à-dire Y truc X bar est égal, et là je prends le symétrique de ça, c'est X bar truc symétrique de Y bar, Y. Et donc j'obtiens exactement ce que je voulais démontrer. Donc X bar appartient à ZG, quel que soit X appartenant à ZG. Donc j'ai démontré que ZG est un sous-groupe de G. Composition des morphismes de groupe. On se donne 3 groupes, GHK, et 2 morphismes FG. Morphisme de G vers H, morphisme de H vers K. Alors, G rond F est un morphisme de G vers K, et de plus, si F et G sont des isomorphismes, alors G rond F est un isomorphisme. Bon, c'est évident. Hein. G rond F de X plus Y, comme F est un morphisme, c'est G de F de X plus F de Y. Alors XY, c'est 2 éléments de G. Hein. Donc ça fait, comme G est un morphisme, G de F de X plus G de F de Y, et donc G rond F de X plus G rond F de Y. Donc ça prouve bien que G rond F est un morphisme. Il est évident que si G et F sont des isomorphismes, eh bien par composition G rond F est une bijection aussi, plus morphisme égale isomorphisme. Voilà. Automorphisme, c'est un morphisme de G vers G qui est une bijection, autrement dit c'est un endomorphisme qui est un isomorphisme. Dans ce cas-là, on l'a vu d'ailleurs pas seulement de G vers G, hein, mais de G vers F, si F est un isomorphisme, F-1 est aussi un isomorphisme de groupe. Donc là, F-1 est aussi un morphisme, et donc c'est aussi un automorphisme. Voilà. Du coup, on va pouvoir s'intéresser à l'ensemble des automorphismes de G, et muni de la loi interne de composition, eh bien c'est un groupe, c'est le groupe des automorphismes de G. En effet, si FGH, on va commencer par la dernière, sont des automorphismes, bien, alors d'abord, non, si F et G sont des automorphismes, bah, G rond F est un automorphisme, hein, on a vu que c'était un morphisme, on a vu que par composition d'isomorphisme, c'était un isomorphisme, et d'autre part, G rond F, évidemment, va de G vers G. Donc c'est bien un automorphisme. L'identité de G est aussi un automorphisme, évident, hein, puisque c'est une bijection, et que identité de X plus Y, ça fait X plus Y. Donc identité de X plus identité de Y. Évidemment, on a F rond identité qui est égale à F, et identité rond F qui est égale à F. D'accord ? Donc ça veut dire que l'identité de G est élément neutre. Si F est un automorphisme, on a démontré donc, que F-1 était aussi un automorphisme. Alors évidemment, F-1 rond F égale F rond F-1 égale identité de G. Hein, ce qui prouve que le symétrique de F, c'est F-1, c'est sa réciproque F-1. Et enfin, l'associativité, si F et G et H sont des automorphismes, on a cette égalité qui est vraie d'ailleurs à chaque fois que l'on prend des applications quelconques. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc bien voilà, on a démontré que l'ensemble des automorphismes munis de la composition était un groupe, on l'appelle le groupe des automorphismes de G.